Bonjour, bienvenue dans ce cours sur Ludwig Mies van der Rohe, architecte à l'origine allemande, mais qui a divisé sa vie et son œuvre entre l'Allemagne et les États-Unis dans les deux premiers tiers du XXe siècle. Je voudrais donc vous parler de Mies van der Rohe et de capturer les grands épisodes de son œuvre, de sa réflexion entre l'Europe et l'Amérique du Nord pendant une période qui va de ses années de formation au début du XXe siècle jusqu'aux années 60. Avant de parler du déroulement de ce cours et des 9 séances qui le composent, je voudrais revenir sur la figure de Mies et pour dire qu'elle a été longtemps moins connue, moins célébrée que celle de Le Corbusier ou de Frank Lloyd Wright, pour prendre le géant de l'architecture moderne, et ce pour plusieurs raisons. Un nombre d'œuvres plus limité, et une œuvre qui s'est longtemps prêtée à des simplifications et à des raccourcis encore plus schématiques que ceux qui se sont dissipés depuis plusieurs années à propos de Le Corbusier. Une sorte de mausolée avait été construit pour en célébrer la mémoire, à l'initiative de toute une série d'agents, architectes ou historiens, et ce mausolée était totalement trompeur. La situation a commencé à changer en matière de recherche historique il y a environ 20 ans, avec des publications marquantes, celle de ses textes par Fritz Neumayer, celle de sa biographie par Frank Schulze, la publication du corpus de ses dessins, mais aussi deux grandes expositions en 2001 sur Mies à Berlin et Mies en Allemagne, qui ont permis de comprendre dans le détail les relations avec ses clients, ses relations avec ses maîtres, ou plutôt son maître principal, Peter Behrens, qui avait été largement ignoré ou caricaturé. Au fil de ces expositions et de ces recherches, le rapport de Mies van der Rohe avec ses commanditaires, avec ses clients, tant aux États-Unis qu'en Allemagne, est apparu. Son rapport avec les images, la manière qu'il a eu d'utiliser les images, et notamment d'utiliser l'image photographique. Dans le même temps, le corpus de ses œuvres n'a cessé de se renforcer. On a découvert au fil des recherches un certain nombre de nouveaux bâtiments ignorés qui ne faisaient pas partie des listes officielles. On a découvert aussi son engagement dans des pratiques comme celle de la projection des images de grande échelle sur les murs, son travail pour la conception de papier peint, son travail mobilier de façon plus précise aussi. Handicap pour comprendre l'œuvre de Mies, un handicap incontestable, c'est la maigreur de son œuvre écrite, contrairement à Frank Lloyd Wright ou Le Corbusier, pour en rester avec ces deux termes de comparaison. Mies n'a jamais publié un seul livre. Il a tenté d'en écrire un, intitulé Baukunst ou Architecture, en 1925. Il l'a abandonné et il a laissé tout au plus une quarantaine, peut-être une soixantaine de textes de conférences, d'articles brefs, de manifestes, et aussi un certain nombre d'entretiens. Donc, comment saisir dans le détail, dans leur grain fin, dans leur genèse, dans leur développement, les projets de Mies van der Rohe? Eh bien, il faut regarder les dessins, il faut lire la correspondance qui a été conservée, qui se trouve à la Library of Congress pour l'essentiel à Washington. Il faut aussi, pour comprendre sa pensée, s'arrêter sur sa bibliothèque. Mies, dont on a donné l'image de quelqu'un qui était atteint d'une certaine insécurité intellectuelle, en fait était un lecteur significatif, avait près de 3000 livres dans sa bibliothèque qui ont été conservés. Autre image qu'il convient de dissiper, celle d'un Mies nihiliste. On voit qu'il s'intéressait à l'art. Regardez le tableau de Paul Klee à l'intérieur de son appartement de Chicago. Il en avait plusieurs, près de 30. Mais surtout, c'est un architecte qui était hautement intéressé par l'œuvre de certains de ses prédécesseurs, de ses quasi-contemporains, Alfred Messel, Behrens, Olbrich, Berlage, Lutyens, Voisy,
Bailey Scott ou Mackintosh du côté des Anglais et des Écossais, et, mais aussi Viollet-le-Duc, mais aussi et surtout Schinkel, qui fut pour lui la plus grande source classique. Mies s'intéressait aussi d'ailleurs au classicisme, à la Grèce, qu'il n'a pas visité, mais qu'il connaissait bien, à Rome, à Palladio, et à ses contemporains plus directs, qu'étaient Frank Lloyd Wright, j'en parlerai plus tard, mais aussi Le Corbusier, mais aussi de Staël ou Van Doesburg. Mies avait un rapport particulier au client, et je voudrais en dire encore un mot avant d'engager plus avant le cours d'aujourd'hui. Mies n'était pas quelqu'un qui était flexible vis-à-vis de ses clients. Il ne les recherchait pas, il laissait, comme il l'a dit en 1964, il laissait les clients venir à lui, et il disait « Celui qui vient à moi, c'est ce qu'il aura, du vrai Mies, et c'est le plus simple et le mieux, en tout cas pour le client lui-même. » Symptomatique de son rapport avec les clients, le mobilier de la maison Tugendhat, dont je parlerai plus avant, il dit de ses clients qu'ils doivent apprendre à l'aimer. Et en 1959, il écrira de ses clients, je cite, « Il faut les traiter comme des enfants et non comme des architectes. » Donc, une architecture qui n'est guère sentimentale. Il le dira lui-même, une architecture rationnelle, une architecture fondée sur une forte réflexion et de forte méditation, et qui se déploie assez rapidement à partir des tout débuts de son existence. Je parlerai donc dans ces 9 séances de sa formation et de ses débuts, des 5 projets qui le constituent comme un architecte plein d'idées et iconoclaste, de ses recherches tectoniques des années 20, notamment autour de la brique, de son travail sur l'habitation, de ses rapports avec le Bauhaus, de son émigration aux États-Unis et des prototypes qu'il y élabore en matière d'habitation domestique, la maison Farnsworth, les appartements de Chicago, puis en matière de gratte-ciel de bureaux, mais aussi en matière de forme urbaine. Donc, ce qui sépare le premier Mies, je dirais, le deuxième, si on admet que le premier est le Mies des années de formation d'avant 14, ce qui sépare le premier Mies mature des années 20 de celui de la période américaine doit être mesuré au travers de toute une série de péripéties, mais qui laissent aussi apparaître un certain nombre de continuités dont je parlerai. En commençant donc aujourd'hui par les premières réalisations de Mies, qui arrive à construire sa première maison alors qu'il n'a que 22 ans, qui est au contact d'un des creusets de l'architecture nouvelle, l'agence de Peter Behrens à Berlin, au moment où elle travaille sur cette œuvre instauratrice qui est la halle des turbines de la Hague. Puis, dans un deuxième cours, nous verrons comment Mies se constitue comme auteur, je dirais, comme figure tout à fait remarquable autour d'un certain nombre de projets théoriques, de 5 projets théoriques élaborés entre 21 et 23-24. Puis, nous verrons comment son entrée dans la production moderne allemande ne se fait pas autour des thèmes de ses projets théoriques, mais au prix d'une confrontation avec les manières de construire qu'il s'approprie et qu'il transforme, notamment en commençant à utiliser l'acier, mais toujours avec, comme on le voit ici, une forte dimension sculpturale. Mies rencontre les projets de réforme de la République de Weimar. Il est chargé de coordonner la très importante exposition démonstrative sur l'habitation de Stuttgart en 1927, et il y construit son premier bâtiment d'habitation vraiment radical. Puis, en 1929, à Barcelone, il élabore un édifice marquant un seuil incontestable dans sa conception de l'espace en général et de l'espace habitable. Ce pavillon de Barcelone dont il poursuit les recherches avec la maison Tugendhat de Brno l'année suivante. Mies devient en 1930 le troisième directeur du Bauhaus, après
son fondateur Walter Gropius et Hannes Meyer. Il conduit en 1932, il conduira le Bauhaus à Berlin, où il devra le fermer en 1933, non sans l'avoir véritablement transformé en école d'architecture, en école professionnelle, ce qu'il était loin d'être en 1930. Entre 1933 et 1938, il conviendra de s'arrêter à la façon dont Mies tente de survivre comme architecte pendant les premières années du nazisme, au prix de beaucoup d'illusions sur sa capacité à gagner le concours pour la Reichsbank au début, puis sa capacité à construire le pavillon de l'Allemagne à l'exposition de Bruxelles en 1935. Aux États-Unis, où il arrive en 1938, son premier projet est un projet d'habitation qui marque un seuil fondamental dans sa conception d'espace domestique et de son rapport au paysage, la maison Resort. Puis son engagement se noue avec l'Illinois Institute of Technology, il y enseigne, mais il travaille aussi sur le plan d'ensemble et il construit plus de 14 bâtiments. Mies, enseignant à l'IIT, fonde une agence à Chicago, au sein de laquelle il propose certains des édifices les plus marquants de l'après-guerre américain, la maison de verre de Madame Farnsworth à Plano dans l'Illinois, les immeubles d'habitation du Lakeshore Drive, les premiers gratte-ciel d'habitation à ossature d'acier et murs rideaux suspendus, en tout cas aux États-Unis. Il déploie et déplace sa réflexion sur le gratte-ciel à New York avec un autre bâtiment instaurateur qui est le Seagram Building. Et il poursuit ses recherches sur l'habitation verticale avec l'ensemble de Lafayette Park, qui est le seul grand ensemble d'habitation qu'il ait réalisé et dans lequel la question du paysage est tout à fait fondamentale. Mies travaille aussi dans certains centres-villes américains, à Toronto, à Chicago, à Montréal, où il inscrit ses édifices dans une trame urbaine orthogonale avec une grande sensibilité. On peut dire à ce propos que Mies était loin d'être un architecte qui considérait les édifices de manière isolée et narcissique, quelqu'un qui s'est fortement engagé dans l'inscription urbaine de ses projets. Enfin, le dernier bâtiment qui marque son retour à Berlin en 1968, la National Gallery, devra être interrogé dans la série des grands pavillons qui sont un des types d'édifices que Mies van der Rohe édifie imagine à la fin des années 50 et édifie ici dans la ville qu'il avait vue se former comme architecte. Et je voudrais d'abord me rendre, si je puis dire, dans une autre ville, qui est Aix-la-Chapelle, où Mies van der Rohe est née. Cette ville qui est fort importante, qui est la matrice de sa formation tant affective qu'artistique finalement. Mies naît dans Ludwig Mies, et je dois m'arrêter une seconde sur ce nom et les connotations de ce nom. Mies en allemand a des connotations négatives. Mies signifie médiocre, moyen, modeste. Et pour un architecte qui avait l'ambition du jeune Ludwig, ce nom sera un handicap dont il ne se défera qu'en 1921 en ajoutant au nom de son père celui de sa mère d'origine belge, Amélie Rohe, et en intercalant une particule aux assonances néerlandaises faisant de lui un quasi noble, Mies van der Rohe. Ça a plus d'allure que Mies. Et c'est cependant sous ce nom de Mies qu'avec son père, il apprend, qui est tailleur de pierre, maçon, qui réalise les travaux des bâtiments religieux d'Aix-la-Chapelle, qui construit des monuments funéraires pour lesquels Mies grave les inscriptions. C'est avec son père qu'il va se former, auprès également de son frère aîné, Ewald, qui deviendra architecte. Il est important de noter qu'à Aix-la-Chapelle, le jeune Ludwig ne fait pas d'études sérieuses, il ne fait pas d'études secondaires, il suit les cours du soir de la Domschule, de l'église de la cathédrale, et il se forme dans une école technique au métier du bâtiment, pas très longtemps. Aix-la-Chapelle, important pourquoi?
parce que dans cette ville qui est transformée par la croissance et la modernisation de dont l'Allemagne wilhelmienne, il y a une sorte de lieu intemporel qui est la cathédrale gothique, mais qui inclut également une chapelle palatine très importante pour Mies. Mies aura un très fort... C'est dans cette chapelle, construite par Charlemagne, que Mies passera beaucoup de temps avec sa mère. Il réfléchira beaucoup et parlera plus tard de ses impressions devant les bâtiments de sa ville natale. Je le cite: « Je me souviens avoir vu beaucoup de bâtiments anciens dans ma ville natale lorsque j'étais jeune. Peu d'entre eux étaient des édifices importants. Ils étaient le plus souvent très simples, mais très clairs. J'étais impressionné par leur force de ces bâtiments, parce qu'ils n'appartenaient à aucune époque. Ils étaient là depuis plus de 1000 ans et restaient impressionnants. Rien n'y pouvait changer. Tous les grands styles étaient passés, mais ils étaient restés là. Ils n'avaient rien perdu et restaient aussi bien que le jour de leur construction. C'étaient des bâtiments médiévaux sans caractère particulier, mais ils étaient réellement construits. J'insiste sur cette chute. Réellement construits, wirklich gebaut en allemand, c'est-à-dire des bâtiments qui étaient des bâtiments sans après, sans effort stylistique, qui étaient la pure expression de leur spatiale, de leur construction. C'est particulièrement vrai avec la cathédrale et sa chapelle palatine, dont vous voyez ici une vue éclatée, cette chapelle sur un plan octogonal, comme l'église de San Vital et de Ravenne en Italie. C'est une église qui, au moment où Mies la fréquentait, au moment où Mies était à l'école de la cathédrale, dans cette chapelle qu'il connaissait bien, c'est le moment où cette chapelle palatine a été transformée. En 1902, à l'occasion de la visite du Kaiser, les maçonneries apparentes en moellon sont couvertes de marbre. Il s'agit là d'un épisode qui, à mon sens, est très important. Mies avait 16 ans. Son père n'a pas la commande. Ce n'est pas lui qui réalise l'opération, mais un de ses concurrents. Et je suis donc convaincu que non seulement Mies avait passé son temps à regarder ces plaquages, puisqu'il était souvent dans la cathédrale, mais qu'en plus, à la veillée, son père devait ruminer sa frustration de ne pas avoir exécuté cette opération, qui sera d'ailleurs condamnée par les historiens de l'art allemands comme étant une défiguration, non pas une opération authentique, mais une défiguration du bâtiment, de ce bâtiment du très haut Moyen-Âge. Mais la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, elle a aussi un autre sens. Si on la regarde de l'extérieur, on voit que le baptistère est associé à un chœur gothique. Et donc, que voici, je dirais quant à moi, que les deux dimensions que prendra l'architecture de Mies par la suite, on le verra dans les années 20, son intérêt pour les grands murs plaqués de marbre et le déploiement de l'espace autour d'eux, cet intérêt donc pour la paroi et son intérêt pour le grand prisme vitré, celui des gratte-ciels. Ces deux intérêts se trouvent dans une certaine mesure in nuce dans son expérience d'Aix-la-Chapelle. Berlin, il y arrive en 1905. Il quitte sa ville natale pour devenir dessinateur dans les services municipaux de la commune de Rixdorf, qui est devenue aujourd'hui Neukölln, et il y travaille, il dessine les lambris de la salle du conseil de l'hôtel de ville. Il est parti à Berlin car il était tombé à Aix-la-Chapelle sur la revue Die Zukunft, l'avenir de Maximilian Harden, et il avait compris que c'est à Berlin qu'une nouvelle culture était en cours d'élaboration, et il entend y participer. Il rencontre une métropole extrêmement active, en pleine croissance, où l'architecture est une discipline en plein renouvellement. Il soulignera notamment l'intérêt qu'il éprouva, l'admiration qu'il éprouva pour les grands magasins Wertheim d'Alfred Messel avec
façades vitrées et leur structure en béton. Donc il observe la nouvelle architecture et très vite il est propulsé par ses ambitions et va travailler dans l'agence de Bruno Paul, architecte très, très actif, déployé sur plusieurs terrains, qui vient d'émigrer de Munich à Berlin. Voici une des grandes maisons de Bruno Paul à Charlottenburg, dans l'ouest de Berlin. Ici, deux des termes de la production de Bruno Paul. À gauche, le salon d'un paquebot. Les paquebots deviennent, dans cette période qui est celle de la création du Werkbund allemand, celle dans laquelle les Allemands tentent de conquérir l'hégémonie dans le domaine des arts décoratifs aux dépens de la France et de l'Angleterre. Eh bien, les paquebots sont des ambassades flottantes, et c'est le cas pour celui-là. Bruno Paul est également l'auteur de bâtiments d'une assez grande simplicité, comme ce club de tennis de Berlin. Dans ce Berlin du début du siècle, certains livres sont très importants et ils ne seront pas négligés par le jeune Ludwig. C'est par exemple le livre de Paul Mebus, autour ou vers 1800, dans lequel Mebus fait de l'architecture du début du 19e siècle, que l'on appelle souvent le Biedermeier, la référence ultime d'une architecture à la fois historique et sans décor excessif, une architecture de bon goût qu'il serait bien d'égaler, sinon d'imiter. Mies est également attentif au livre de Schulze-Naumburg, à la série de livres de Schulze-Naumburg, un des fondateurs du Werkbund allemand et du mouvement pour la protection des paysages, le Heimatschutz. Paul Schulze-Naumburg publie des livres les uns après les autres sous le titre générique de travaux culturels, dans lesquels il oppose les exemples à suivre, ces maisons rurales avec leurs pans de bois pittoresques, et les contre-exemples qui sont les maisons vilaines que construisent les maîtres d'œuvre médiocres de l'Allemagne du moment. Et donc Schulze-Naumburg, qui deviendra très réactionnaire et sera une des principales figures culturelles du nazisme, a un rôle tout à fait important dans cette phase. Troisième auteur important pour Mies, c'est Hermann Muthesius, architecte qui, de retour d'Angleterre, où il avait passé plusieurs années, a publié 3 volumes sur la maison anglaise et a lui-même fait de son architecture, comme vous le voyez avec cette maison Freudenberg, une sorte de, je dirais, de plagiat dans certains cas. Ici, le plagiat est assez clair d'édifices anglais de la fin du 19e siècle. Muthesius est aussi un des fondateurs du Werkbund et quelqu'un qui s'intéressera d'ailleurs aux premiers projets du jeune Ludwig. Passons justement à ces projets et au premier qu'il réalise alors qu'il est encore chez Bruno Paul en 1908. Au travers d'un ami du nom de Julius Popp, Mies entre en contact avec Alois Riehl, qui est un philosophe, alors professeur à l'université Friedrich Wilhelm de Berlin, et qui est sans doute le premier expert universitaire de Nietzsche. Riehl cherche un jeune architecte pour construire sa maison de week-end et de vacances à Neubabelsberg, qui se trouve une commune qui est limitrophe de Potsdam, à l'ouest de Berlin, donc une maison de vacances suburbaine. Cette maison, qui est baptisée Klösterli, le petit cloître, est une maison en briques enduites qui se trouve en haut d'une pente surplombant le Gripnitze, qui est un affluent de la Spree. Et on voit ici sur cette vue du pignon de la maison, avec sa loggia, cette maison, et le terrain vertigineux qui échappe et qui rejoint le Gripnitze plus bas. On voit aussi ici, comme l'a remarqué par exemple Barry Bergdoll, sans doute le précédent de cette petite maison d'été avec sa loggia, mais surtout celui du crématoire de Peter Behrens à Hagen, dans l'ouest de l'Allemagne, bâtiment tout à fait largement connu
par tous les architectes du moment. Donc cette maison est suspendue au-dessus du vide, et quand on la regarde sous un autre angle, on s'aperçoit qu'elle est directement inspirée de cette ferme de la région de Gdansk, Danzig aujourd'hui en Pologne, reproduite par Paul Mebes vers 1800. Donc on retrouve le fronton légèrement modifié, les doubles fenêtres et la composition symétrique. Cette maison est une maison intéressante donc, dans sa prise de terrain. On la voit ici, elle semble basse sur la rue, elle est beaucoup plus haute sur le terrain, au-dessus de la rivière. C'est une maison dont le plan est extrêmement simple. Voici le plan avec sa halle ici qui conduit les deux systèmes symétriques conduisant à des pièces secondaires, puis l'escalier. Cette maison est inscrite dans un jardin qui n'est pas un jardin laissé au hasard, c'est un jardin très structuré, un jardin architecturé, comme on le dit dans l'Allemagne de l'époque, où l'on parle du Architektonisches Garten. Donc ce jardin, c'est une roseraie géométrique orthogonale raccordée à la maison, et vous voyez que les lignes de la maison déterminent celles des terrasses, puis une pelouse et enfin une partie boisée qui descend vers la rue. Voici sans doute une des sources, ou en tout cas voici le type de précédent, ici un aménagement de Peter Behrens que Mies a à l'esprit quand il travaille sur la maison. À l'intérieur de la maison, dans la halle que l'on voyait sur le plan, eh bien c'est un autre langage. Ces lambris blancs sont largement inspirés des maisons anglaises publiées par Hermann Muthesius. Vous voyez ici donc se rencontrer toute une série de sources. L'architecture de l'Est allemand autour de 1800, le travail de Behrens, les Anglais, une maison finalement assez bavarde dans les références qu'elle utilise. Et on y remarque aussi ces lambris contiennent les portes et des rangements, les radiateurs sont intégrés dans les alcôves, les murs contiennent ici d'autres rangements. On y remarque aussi que dès ce premier projet, Mies s'efforce de clarifier, de simplifier l'espace intérieur et tente d'utiliser le plus possible l'épaisseur des murs pour y cacher des prolongements des pièces et empêcher que ces usages soient accomplis par des meubles trop gênants. Voici Mies sur le seuil de cette maison Riel, peu avant la guerre, et à gauche, le livre que publie Karl Foster, qui est le jardinier de la maison et qui illustre son ouvrage de 1911 avec une vue du jardin de la maison Riel. L'œuvre de Mies est très bien accueillie par la presse. La presse parle de son adresse, d'une œuvre irréprochable, dit que cette maison apporte une leçon d'équilibre. Et quant à Muthesius, l'auteur du livre sur la maison anglaise, il la trouve tellement à son goût qu'il l'inclut dans son livre Landhaus und Garten, la maison de campagne et son jardin, et en fait une référence tout à fait possible. Mais les Riel, sur le pas de la porte desquels Mies se trouve sur la photographie de droite, les Riel ont d'autres ambitions pour leur protéger, et il lui faut rencontrer la bonne société berlinoise. Cette bonne société berlinoise, eh bien, c'est Walter Rathenau, l'un des fondateurs de l'AEG, dont je vais parler dans un moment. C'est le philologue Werner Jäger, des philosophes comme Max Dessoir et l'historien de l'art Heinrich Wölfflin. Le livre d'or de la maison Riel, retrouvé par Fritz Neumayer, en fait foi. Wölfflin vient de rompre ses fiançailles avec la jeune Ada Brun, à qui Mies fait la cour, et elle deviendra sa fiancée. Donc les Riel lui donnent à la fois sa première commande et sa première et seule épouse. Il ne se remariera pas par la suite. Mies évolue dans ce milieu, qui est un milieu d'hommes d'affaires, d'hommes d'argent, mais aussi d'hommes de goût, et il va donc y trouver les clients de ses projets, de ses premiers projets, après la maison Riel.
Il va aussi, grâce aux RIL, qui décidément sont de bons clients et de grands mécènes, il va aussi pouvoir voyager. Les RIL lui offrent un voyage en Italie. Il s'y rend avec son ami Pop et découvre Venise, Rome, Florence et Vicenza et les villas de Palladio, dont il dira qu'il fut frappé pas seulement par la rotonda, très formelle, mais par les autres qui sont plus libres. Et il gardera donc à l'esprit cette architecture italienne pendant longtemps. Frappé par les qualités de la maison RIL, le chef d'agence de Bruno Paul lui suggère de changer de patron et lui suggère de se présenter à Peter Behrens, ce qu'il fait. Et il devient en 1908 dessinateur dans l'agence de Behrens. Behrens, formé comme peintre et non comme architecte, s'était fait connaître depuis le début de la décennie avec l'exposition de Darmstadt Ein Dokument Deutscher Kunst, exposition lors de laquelle il avait présenté une maison complète dessinée par lui, sur la porte de laquelle se trouvait l'aigle de Zarathustra, et surtout une maison équipée, meublée et équipée. Donc c'était une sorte de Gesamtkunstwerk, d'œuvre d'art totale, de la maison elle-même jusqu'aux petites cuillères, et nous voyons ici les services dessinés par Behrens et produits par la suite. Behrens prend un ascendant tout à fait considérable sur la scène architecturale allemande à partir de cette première apparition. Il est recruté par Karl Ernst Osthaus, industriel et mécène à Hagen, qui lui fait construire ce crématoire, qui est un bâtiment remarquable, double bâtiment, en maçonnerie pour ce qui est de la partie du four, du foyer du crématoire. Ici, en revanche, c'est un bâtiment c'est une structure plus légère qui fait allusion à l'église de San Miniato al Monte à Florence, donc une inspiration délibérément florentine à l'intérieur, mais aussi ici peut-être un écho de l'architecture viennoise d'Otto Wagner et une prise de site tout à fait remarquable, j'en ai déjà parlé. Behrens, à partir de 1908, entre au service d'une des plus grandes entreprises allemandes et du monde, l'AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, ou la Compagnie Générale d'Électricité, fondée par Emil Rathenau, et qu'Emil dirige avec son fils Walter, qui deviendra un théoricien de l'économie, un homme extrêmement influent dans l'Allemagne d'avant 14, un ministre de l'armement pendant la guerre, puis un ministre des Affaires étrangères. Il inspire le personnage du docteur Arnheim dans L'homme sans qualité de Robert Musil, personnage considérable. Pour Rathenau, Behrens ne se contente pas d'édifier des bâtiments. Comme le montre cette affiche, il dessine et réalise les bâtiments, mais il dessine aussi les produits industriels de l'entreprise, que ce soit les lampes à arc, les bouilloires ou les grille-pains qui n'ont guère changé depuis, et même jusqu'aux filaments des lampes à incandescence. C'est donc un service complet que Behrens met en place, devenant ainsi aux yeux de ses dessinateurs une sorte de surhomme capable de déployer les ressources de l'architecture et de la conception, de la Gestaltung à l'échelle d'une entreprise d'importance mondiale. C'est vrai des bâtiments qui sont des cathédrales de l'âge industriel. L'usine pour la haute tension de l'AEG ici à Berlin n'est qu'un des bâtiments parmi la dizaine que Behrens réalise dans toute la ville, de Wedding au nord-ouest jusqu'à Köpenick au sud-est. L'usine des petits moteurs ici, avec son ordre assez sévère, est un bâtiment sur lequel Miss travaille. Mais surtout, Miss est engagé dans le projet le plus remarquable de l'agence de Behrens, qui est la halle des turbines de l'AEG, le bâtiment dans lequel sont assemblées les turbines, qui est original par les choix tectoniques que fait Behrens. Comme on a l'impression ici, en voyant une image distante de l'usine, qu'elle est
sa toiture est portée par ces piles en béton qui en plus sont inclinées comme si elles soutenaient ce poids, comme si elles faisaient office de contrefort, mais en réalité, le bâtiment est porté par la structure métallique, par des portiques métalliques, ce qui permet à Behrens d'incliner les verrières aussi en montrant que, comme on le sait, le verre ne peut rien supporter et donc elles n'ont rien à voir avec la stabilité de l'édifice. Donc voici ces deux aspects, les contreforts en béton, les verrières inclinées et les portiques avec ces articulations à rotules sur lesquelles j'attire votre attention car Miss ne les oubliera jamais. Les rotules de la halle des turbines ont compté énormément pour lui. À l'intérieur, il s'agit d'un grand vaisseau industriel dans lequel un pont roulant permet l'assemblage de ces pièces gigantesques de techniques mécaniques et électriques. Et surtout, ce bâtiment comprend une aile latérale sur la cour qui est important pour mon propos puisque Miss dira qu'il affirmera l'avoir dessinée. Il affirmera en avoir dessiné la géométrie. Il s'agit d'une façade complètement vitrée qui n'est pas une verrière prosaïque comme celle que l'on trouve sur certains bâtiments industriels au même moment, mais qui est le résultat d'une très précise détermination de la part de Behrens. De Behrens, Miss dira plus tard que, je cite, Behrens ne savait pas ce qu'il faisait. En pensant construire une usine, c'est-à-dire cette halle, il avait résolu tous les problèmes de l'architecture. Tous les problèmes de l'architecture, c'est-à-dire la question de l'ampleur des espaces, la question de la clarté constructive, le rejet des exercices stylistiques. Pour Miss, cette halle des turbines restera une expérience tout à fait passionnante. Elle sera, il faut le noter, cette halle des turbines également observée et dessinée par certains des jeunes collaborateurs de Behrens. Ici, deux vues de son agence en 1912. Un peu plus tôt, le jeune Charles-Édouard Jeanneret, alias Le Corbusier, était passé par là. Gropius y est encore, vous le voyez ici, avec son futur associé Adolf Meyer. Miss, sans doute au premier plan, ces photographies ne sont pas clairement légendées. En tout cas, l'agence de Behrens est un creuset extrêmement important pour Miss, dans lequel il rencontre ses contemporains, mais rencontre aussi la grande architecture berlinoise, car Behrens organise des excursions régulières pour aller voir les édifices du grand architecte de la Prusse du début du 19e siècle, Karl Friedrich Schinkel. On voit ici l'Altes Museum de Berlin, la maison du jardinier de Potsdam, qui n'est pas très loin de Neubabelsberg, où se trouve l'agence. Miss observe avec soin ces bâtiments, leur posture autonome dans ce cas, leur rapport au terrain par des plateformes et des emmarchements, leur majesté, et se trouvera véritablement fort inspiré par elle. Il rapportera dans les années 20 son intérêt pour la masse, les relations, les rythmes et l'harmonie des formes, faisant des sentiments qu'il éprouvait des sentiments ancrés dans l'expérience des édifices de Schinkel. En 1910-1912, Miss participe à un concours pour un monument à Bismarck, à Bingen. Bingen est une petite ville de la vallée du Rhin, donc sur un coteau surplombant le Rhin. Un de ces multiples monuments à Bismarck est envisagé. Miss participe au concours avec son frère et avec ce bâtiment suspendu sur une sorte de promontoire et assez laconique dans son écriture, il s'oppose à ce qui est, par exemple, l'expression de l'architecture commémorative allemande du moment, le bâtiment de Bruno Schmitz célébrant la victoire sur Napoléon à Leipzig, qui est inauguré en 1913, est un bâtiment, vous le voyez, assez tétanisant, qui sera fort critiqué par les modernes et des jeunes modernes comme Le Corbusier. Il n'est pas sans intérêt parce qu'il reprend des éléments de maçonnerie empruntés à l'architecte américain Richardson que connaissait Schmitz. C'est aussi un édifice qui utilise le béton armé, donc il n'est pas sans intérêt ni esthétiquement ni technologiquement, mais
il est clairement ni dans le rapport avec la sculpture, mais c'est un bâtiment, un édifice très bavard. Ce n'est pas le cas pour le projet conçu par les deux frères Miss, qui est un édifice extrêmement austère, comme vous le voyez ici, de portiques et conduisant à une statue du chancelier. L'origine du bâtiment, on l'aperçoit en confrontant son élévation avec ce très lourd soutènement et le projet de Schinkel, non réalisé, pour un palais à Oreanda en Crimée, qui était destiné au tsar de Russie. On voit Schinkel, qui lui-même était inspiré par l'acropole d'Athènes, imaginer ce palais regardant, cette acropole tsariste regardant la mer. Eh bien, c'est ce que les frères Miss voulaient faire avec un édifice regardant le Rhin. Leur projet est assez soutenu dans le jury, mais finit par l'effrayer à cause du coût potentiel des terrassements. Et finalement, la commande est passée à Wilhelm Kreis, architecte rhénan qui ne cessera d'élaborer des monuments à la fois avant 14, pendant la guerre de 14, sous le nazisme et après le nazisme. Chez Behrens, on travaille sur d'autres édifices importants pour Mies. C'est le cas par exemple de cette maison Wiegand à Dahlem, qui est construite pour un archéologue qui est dans le même temps directeur des musées impériaux de Berlin, très bien en cours auprès du Kaiser. On le voit ici avec l'empereur à Jérusalem. On voit sa maison à Istanbul. À Berlin, sa maison est une maison très austère, dans une écriture schinkelienne, mais vraiment, au lieu d'être enduite comme en maçonnerie enduite, c'est une maçonnerie de pierre très puissante, avec un beaucoup plus élégant motif d'entrée, ce portique qui inspirera beaucoup Mies. Alors, c'est au travers de l'amour de Schinkel, grâce à l'amour de Schinkel, que Mies va recevoir sa deuxième commande pour une maison. Elle émane de l'avocat, du riche avocat Hugo Perls, qui est aussi un collectionneur d'art contemporain et un amateur de Schinkel, dont il parle avec le jeune Mies dans le salon des Riel. Cette maison est une maison totalement différente de la maison Riel, et on voit précisément, avec un toit beaucoup plus bas, un volume parallélépipédique, et on voit ici tout ce qui peut la rapprocher des bâtiments de Schinkel. C'est encore plus clair si l'on voit la façade sur le jardin, cette façade ici avec ces deux colonnes qui ressemblent furieusement au motif du nouveau pavillon de Schinkel à Charlottenhof, qu'évidemment Mies connaissait très bien, rendu de manière plus abstraite et surtout transformé, la colonnade étant déplacée vers le rez-de-chaussée. Mais dans l'esprit général, et jusque dans la tectonique, regardez la corniche, il y a un rapport très fort ici avec Schinkel. L'intérieur de la maison est organisé autour d'une salle à manger qui conduit à une salle de musique qui recueille les collections de Perls, collectionneur de Matisse, de Cézanne. Et on voit ici donc cet escalier conduisant au niveau du haut, à nouveau avec les éléments de mobilier intégré. Plus important sans doute pour qualifier l'originalité de cette maison, des peintures murales sont effectuées dans la halle, dans la grande pièce, par Max Pechstein. Et vous voyez ici donc le contraste entre une maison qui renvoie finalement à une esthétique du début du 19e siècle, à celle de Schinkel, et un intérieur qui est beaucoup plus avancé, alors que c'est souvent l'opposé. Voilà aussi un détail qui signale la relation entre la maison Perls et la maison Wiegand de Behrens. Mies aurait pu simplifier sa corniche, il retrouve, et en effet, elle est simplifiée, mais elle a malgré tout un air de famille avec celle de droite. Mies est aussi engagé, continue à travailler dans l'agence de Behrens, et il est engagé notamment dans la réalisation de l'ambassade d'Allemagne à Saint-Pétersbourg. Il en assure le chantier
et dira plus tard n'avoir guère dessiné que la poignée de porte du bâtiment. C'est en effet un bâtiment qu'il n'affectionne pas trop. Ce bâtiment, vous le voyez, est situé à côté de la cathédrale Saint-Isaac. La Neva, le cours de la Neva se trouve au bout de cette avenue. Ce bâtiment est symétrique sur la place et ensuite se raccorde à la voie d'à côté. C'est un bâtiment qui est notamment remarquable par son haut, la colonne noire, qui est restée en très bon état aujourd'hui, mais impossible à photographier car il est occupé par une banque. Mies dira de ce bâtiment, c'était réellement une sorte d'architecture de palais, palladio ou dans ce genre-là. Mais Behrens décida d'utiliser du granit de Finlande et tous les détails classiques disparurent. Le caractère était quand même quelque chose comme la porte de Brandebourg, quelque chose qui rappelait Berlin, et cela convenait à Saint-Pétersbourg. Chez Behrens, conclut-il, j'ai en fait appris la grande forme, c'est-à-dire le travail sur les grands bâtiments. Un autre exemple, le grand bâtiment un peu moins plaisant, un peu effrayant, je dirais, c'est le siège social de l'entreprise de métallurgie Mannesmann à Düsseldorf, une entreprise qui est alliée avec l'AEG. Behrens travaille pour ce projet et on le voit ici. On voit ici un bâtiment qui est évidemment pensé comme un écho au palais de la Renaissance italienne, à tel point que lorsqu'une première monographie est publiée sur l'œuvre de Behrens en 1913, ce bâtiment est commenté à l'aide d'une citation extraite au livre de Burckhardt sur la civilisation de la Renaissance en Italie. Donc ça, c'est l'extérieur. Renaissance italienne. À l'intérieur, ce serait plutôt l'organisation américaine du travail de bureau, et notamment un travail extrêmement fin sur la modularité des bureaux, avec des cloisons qui sont censées pouvoir être déplacées si l'organisation du travail change. Mies travaille sur le vestibule et sur le hall de ce bâtiment qui aura par la suite des répercussions dans sa réflexion sur les immeubles de bureaux quand viendra l'heure pour lui de les étudier, de les concevoir. Le dernier projet sur lequel travaille Mies chez Behrens est un projet de maison, de très grande maison, pour les Kröller-Müller. Les Kröller-Müller sont une famille d'armateurs de Rotterdam qui n'habitent pas à Rotterdam. Rotterdam, c'est la zone industrielle. Ils entendent habiter à Wassenaar, qui est un faubourg résidentiel très haut niveau de La Haye, et ils exploitent des lignes maritimes, notamment la ligne de Rotterdam à Londres, dont vous voyez ici une affiche très, très remarquable de Bart van der Leck. Hélène Kröller-Müller collectionne la peinture pendant que son mari fait des affaires, et elle est notamment à la tête d'une collection de plus de 80 tableaux de Van Gogh, ce qui est assez courageux pour l'époque. Elle confie à Behrens l'étude de sa maison, et chez Behrens, c'est Mies qui travaille sur le projet. Donc le dessin que vous voyez en haut est certainement un dessin de Mies, qui est appelé aussi, pour que la cliente représente ce qu'elle souhaitait faire, il est aussi appelé à faire une maquette en vraie grandeur sur le terrain. Ce que vous voyez, maquette en toile déployée sur le terrain, transparente, on voit les arbres au travers, et c'est cette maquette qui fonde Hélène à juger que, au fond, le projet de Behrens n'est pas beau, que ses perspectives sont trop longues, bref, il ne lui plaît pas. Et elle pense que le jeune Ludwig va être sans doute plus malléable, et elle l'invite à venir passer l'été à La Haye pour travailler sur le projet et dessiner un projet alternatif. C'est assez important, à mon sens, car je suis convaincu que l'exposition de Mies au tableau de Van Gogh sur les murs autour de lui a eu un effet sur sa manière de dessiner. Il ne dessinera jamais comme Van Gogh, mais ses dessins au crayon, faits de touches assez appuyées, le sens de la couleur qu'on trouve dans certains de ses projets, dans certaines de ses perspectives des années 20, peuvent être rapprochés de cette expérience de La Haye. Mais surtout, La Haye n'est guère éloignée d'Amsterdam, et Amsterdam
Ludwig Mies découvre la bourse construite par Berlage. Et il dira pendant longtemps, toute sa vie durant, que c'est l'édifice qui aura produit, après sans doute la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, l'impression la plus forte sur lui, je le cite, quant à l'utilisation de la brique, quant à l'honnêteté des matériaux, etc., quant à la rigueur de l'architecture. La bourse de Berlage, dira-t-il plus tard, m'avait énormément impressionné. Behrens pensait qu'elle appartenait au passé, mais je lui dis, peut-être, à moins que vous ne vous trompiez complètement. Il était furieux et m'a regardé comme s'il voulait me frapper. Ce qui confirme le caractère de Behrens que Jeanneret / Le Corbusier appelait Behrens, l'ours Behrens. Mies continue. Ce qui m'intéressait le plus chez Berlage, c'était sa manière foncièrement honnête de construire, et son attitude spirituelle n'avait rien à faire avec le classicisme, avec tous les styles historiques. C'était vraiment un bâtiment moderne. On voit notamment, quand on observe les détails de ce bâtiment, que Berlage a beaucoup appris de Viollet-le-Duc et de Zemper. Ici, de Viollet-le-Duc, ce travail différencié sur la maçonnerie en pierre, qui est utilisé pour les pièces comme les colonnes ou ces claveaux ayant et ces corbeaux nécessitant une forte résistance, beaucoup plus que la brique appareillée. Et l'on voit aussi un élément important, à mon avis, singulier de l'architecture de Berlage ici, qui est sa capacité à fabriquer de l'ornement non pas en ajoutant des éléments, en plaquant des éléments, mais en soustrayant à la masse bâtie. L'ornement se définit en creux sur cette balustrade, et c'est ce qu'on voit, c'est le rythme que l'on voit partout sur les balustrades de cette grande salle de la bourse d'Amsterdam. La relation avec la Hollande était tout à fait naturelle d'ailleurs pour Mies, elle se poursuivra puisque Mies était né à Aix-la-Chapelle dans ce que l'on appelle en allemand le Dreiländer Eck, c'est-à-dire le coin entre trois pays qui sont l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Donc il était porté vers la culture néerlandaise et saura en faire son miel. Il dessine ce projet pour Hélène Kröller-Müller, ce projet qui est un projet encore plus élongué, encore plus étiré que celui de Behrens. Il réalise aussi une maquette grandeur où l'on voit un bâtiment qui peut faire penser à certaines des compositions de Schinkel. C'est un bâtiment en tout cas qui s'étire sur le terrain un peu à la manière des maisons sur la prairie de Wright, dont Mies a la connaissance, comme je l'expliquerai dans le deuxième cours, mais le conseiller Bremer, le conseiller d'Hélène Kröller, considère qu'il n'y a pas assez d'art dans le projet de Mies, et finalement la commande est confiée à Berlage, qui élabore un projet plus monumental. Vous le voyez, 2 avant-corps qui ressemblent à des édifices autonomes reliés par un bâtiment de fond, beaucoup de portiques là aussi. Ce bâtiment ne sera pas construit et les Kröller-Müller confieront à Berlage comme consolation la construction de leur château de chasse dans l'est des Pays-Bas, qui est un remarquable édifice en briques. Mies s'est marié avec Ada. Il aura une première fille qui finira par devenir cantatrice et qui a laissé des mémoires extrêmement intéressants quant à sa perception des aventures de son père, qui très vite se désintéresse de la vie domestique pour se vouer à sa carrière. Alors, de quoi s'agit-il? En l'occurrence, plusieurs autres commandes de maisons particulières dans la périphérie proche de Berlin, à Zehlendorf, pour l'ingénieur Werner. C'est une maison bien plus conservatrice que la maison Perls. Donc, c'est un peu le retour au thème de la maison Riel, d'autant plus que l'origine de la maison se trouve dans un petit château polonais publié par Schulze-Naumburg et que
le livre Kulturarbeiten, dont le livre Kulturarbeiten était dans la bibliothèque de la famille, et l'héritière s'en est souvenue, donc on n'a aucune difficulté à comprendre comment la maison est une sorte de version condensée, contractée du château de Tcharnikow, que vous voyez en haut. L'intérieur est un intérieur aussi plus banal que celui, moins démonstratif que celui de la maison Riel ou de la maison Pechstein. Le plan est un plan très rationnel qui articule une grande loggia sur le jardin et une séquence symétrique d'accès. Quant à l'intérieur, il manifeste à nouveau l'intérêt de Mies pour l'intégration des éléments mobiliers. Alors, Mies semble devenir à ce moment-là un architecte très en vogue dans ces familles de la bourgeoisie berlinoise. Ici, la maison est assez modeste, elle n'est pas très cossue. En revanche, la maison qu'il construit pour le banquier Franz Urbich, avec un jardin qui est confié à Förster, qui avait fait le jardin de la villa Riel, est une maison très différente, bien plus également infiltrée de références aux livres de Mebes et de Schulze-Naumburg, mais c'est une maison bien plus considérable, dans laquelle on trouve pour la première fois une très grande attention au thème des emmarchements, des soubassements, des accès, qui fait penser aux solutions des édifices de Schinkel. Donc voici l'extérieur de cette maison Urbich. On en voit ici la façade sur le Gripnitze, le cours d'eau qui se trouve en contrebas de la maison Riel, la vue de l'autre côté ici, et enfin une vue frontale qui nous montre qu'au fond, ce n'est pas avec ce type d'architecture que Mies serait entré dans l'histoire de la discipline. L'intérieur est aussi beaucoup plus conservateur, néoclassique, beaucoup plus conservateur que l'intérieur de la maison Pechstein. Mies construira 10 ans plus tard une autre, un tout petit peu plus loin sur la même route, au-dessus du lac, une autre maison. Et donc 10 ans plus tard, il est intéressant de noter qu'il continue, que les seuls projets qui alors le nourrissent, lui apportent des recettes, sont des projets qui sont toujours dans cette logique de la maison cossue vers 1800, avec cependant dans ce cas une adjonction, une salle à manger qui est autonome, qui est plaquée sur la maison, pour laquelle il a réussi à obtenir que son client accepte de faire un toit plat. Voici l'entrée de cette maison et ses ferronneries en arabesque, et ici des éléments très berlagiens, si je puis dire, l'utilisation différenciée de la pierre et de la brique, l'ornement par soustraction. C'est une maison extrêmement inspirée par la bourse, d'autant que le commanditaire est un Mosler, a des liens très forts avec les Pays-Bas. L'intérieur montre aussi combien Mies est capable à l'époque de travailler de manière de plus en plus raffinée, quand des budgets le permettent, sur le mobilier fixe, sur les plafonds, sur les éléments en bois du décor. Pour lui-même, Mies esquisse peu avant 14 le projet d'une maison de vacances. Le lieu choisi est Werder, qui se trouve aussi à côté de Potsdam, plus à l'ouest de Potsdam que Babelsberg ou Neubabelsberg. C'est une maison dont on connaît seulement 2 esquisses, pour lesquelles Mies étant, je dirais, livré à lui-même, il va de soi qu'il parvient à utiliser un toit terrasse. On voit aussi ces 2 organisations en L et en U, et dans les deux cas, le rapport très étroit qu'il y a entre la géométrie du jardin et des plantations, ici le système des plantations, où dans ce cas, les arbres d'une part, qui protègent la maison du côté de la rue, et d'autre part, les jardins. Cette maison annonce avant 14 un déplacement de la problématique architecturale de Mies que la maison Mosler ne confirmera pas. C'est-à-dire qu'on voit bien, avant 14, c'est le langage, je dirais les vices publics de ses projets et les vertus privées de celui qu'il élabore pour lui-même. À la guerre, lors de la guerre, Mies est
mobilisé à Francfort, puis finit sur le front en Roumanie, réussit à échapper au combat et revient à Berlin, où se déroule en 1918 un traumatisme, la chute de l'Empire, la révolution de novembre 18, la tentative de radicalisation du mouvement par les spartakistes et qui se terminera par leur exécution. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Mies, qui perdra pour une part ses clients bourgeois, mais qui en trouvera d'autres dans la bourgeoisie émergente de la République de Weimar et qui surtout trouvera d'autres cercles dans lesquels déployer ses talents au contact des architectes radicaux de la République de Weimar. Merci.